Bienvenue à On se livre, le balado qui met en lumière des personnalités fortes qui pensent le monde, chacune à leur manière. Je m'appelle Léa Clermont-Dion et je suis autrice, réalisatrice et chercheuse à l'Université Concordia. Je m'appelle Maïka Sondarji, essayiste, chroniqueuse et professeure en relations internationales à l'Université d'Ottawa. On est amis depuis 15 ans et on vous invite dans notre safe space où tout peut être dit. Bienvenue à On se livre. On se livre. Le podcast où on lit des livres. Oui, puis on adore les auteurs et les autrices. Si on les aimait pas, on les recevrait pas. Exactement. Donc aujourd'hui, parlant de gens qu'on adore, on reçoit Camille Toffoli, cofondatrice de la librairie féministe Le Guélion à Montréal. On la reçoit pour son livre S'engager en amitié, qu'on a adoré. Elle a aussi publié Fille corsaire, qui a d'ailleurs été récipiendaire du prix des libraires en 2022, catégorie essai. Et donc, elle est essayiste, entre autres choses. Elle travaille aussi pour une association, un groupe de comité de logement de Verdun. En tout cas, elle travaille pour l'accès au logement. Elle a été critique littéraire, chroniqueuse dans différentes revues, Liberté, Lettres québécoises, Spirale, Nouveau projet. Mon Dieu, t'as du temps dans ta semaine pour écrire? Plusieurs années d'être mal payée pour écrire. Ah oui, le travail d'autrice très bien payé. Mm-hmm. Alors, dans ce livre-là, bon, évidemment, nous, on est deux amis qui avons un podcast, donc ça nous intéresse de parler de l'amitié entre femmes. Donc, tu as publié à Éco-Société. Tu essaies de déconstruire les visions traditionnelles de la famille, de l'amour, du foyer, avec l'idée de l'amitié. Donc, pourquoi est-ce que pour toi, c'est important d'écrire un livre sur l'amitié? En fait, l'idée du livre sur l'amitié est venue vraiment avec... j'aimerais ça dire que c'est une idée de moi, mais j'écrivais déjà sur l'amitié. Il y a plusieurs essais dans Fille corsaire qui parlent beaucoup du couple, de la famille, l'amitié, puis du manque d'importance qu'on accorde collectivement à l'amitié. Je pense que quand la collection dans laquelle le livre S'engager en amitié est publié, c'est la collection Radar, qui a été créée. En fait, mon livre était dans la première saison de la collection Radar aux éditions Éco-Société. C'est une collection qui s'adresse aux... je crois que c'est 15-18 ans à la base, mais c'est, mettons, 15 ans et plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui Moi, j'ai plus de 30 ans et j'ai vraiment apprécié la lecture. Il y a plusieurs personnes plus vieilles qui ont... C'est pour les adultes aussi. Puis ils m'ont approché. L'éditrice Pauline Gagnon, la fondatrice de la collection, m'a approché en me disant « Voudrais-tu écrire un livre pour notre collection? » Puis je me suis dit « Bon, qu'est-ce que j'ai à léguer aux jeunes? Qu'est-ce que j'ai appris? Je suis pas une chercheuse universitaire. J'ai pas de sujet de spécialité comme tel. Je pense que l'amitié, c'est quelque chose qui a été... les relations humaines, comment est-ce qu'on peut les valoriser davantage? Comment est-ce qu'on les sous-valorise aussi? Toutes les relations qui sont pas justement dans le cadre travail, famille nucléaire. Fait que tout ce qui est pas collègues, parents, enfants, famille, couple. Comment est-ce que c'est pas... Non seulement pas valorisé, mais surtout, on y réfléchit pas beaucoup. C'est comme quelque chose qui est secondaire puis qui mérite pas d'être théorisé. La preuve, c'est que l'amitié, il y a plein de types d'amitié, mais il n'y a pas vraiment une diversité de termes pour penser les amitiés non plus. C'est vrai, contrairement au couple, où maintenant on parle de couple. Il y a vraiment une panoplie de termes pour penser les différents types de couples maintenant, mais l'amitié, ça reste les amis. Autant le voisin qui t'invite à souper une fois par année que ton meilleur ami, c'est le même terme pour dire tout ça. Et pour toi, est-ce qu'il y a une amitié en particulier qui t'a mené à l'écriture de ce livre-là? Est-ce que... une ou des amitiés qui auraient été différentes pour toi qu'une amitié pas ordinaire, mais... pas tant que ça, en fait, non. Pas une amitié en particulier. Il y a plusieurs... je parle de plusieurs... J'évoque plusieurs histoires d'amitié qui m'ont fait réfléchir dans le livre. Entre autres, des amitiés que j'ai eues à l'adolescence, parce que c'est un livre qui s'adresse aux adolescents. C'est pas nécessairement les amitiés les plus fondatrices dans ma vie ou qui m'ont le plus amené à réfléchir. Je pense que le fait d'être à Le Guélion, par exemple, pendant 6 ans, 6 ou 7 ans, je sais plus trop... c'était quand même un contexte aussi où l'amitié était proche du travail aussi, puis on essayait de travailler avec des personnes, puis la question du... je réalisais à quel point c'est quelque chose qu'il nous faut aussi apprendre. Autant on faisait un projet qui est autogéré, il fallait qu'on apprenne tout ce qu'on faisait parce qu'il y a un projet similaire. Il y en avait eu quelques-uns par le passé, mais il fallait créer nos moyens. Il fallait créer la structure dans laquelle on voulait travailler, mais il fallait aussi constamment réfléchir à comment travailler ensemble. Parce que c'est ça aussi que
peut-être que l'organisation capitaliste du travail nous apprend pas à tant être ensemble parce que c'est facile, on a un patron avec la hiérarchie, c'est ça qu'on nous apprend dans le travail. Puis c'est comme ça qu'on apprend quand des gens étudient en gestion des ressources humaines, ils apprennent à gérer le travail comme ça, avec une mentalité de patron, si on veut, puis même dans les universités, les institutions, les gouvernements, par exemple. Je dis les gouvernements, mais la fonction publique, c'est ce que je voulais dire. Je donne des exemples des milieux de travail où c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, de se retrouver dans un collectif qui était 100% horizontal, 100% autogéré, on est obligé de se demander c'est quoi, comment est-ce qu'on communique ensemble, comment est-ce qu'on décide ensemble, puis ça, c'est quelque chose je réalisais qu'on nous a pas appris à faire, qu'on nous apprend pas à faire nulle part. Tu sais, ce que je trouve intéressant dans ton livre, c'est que tu déconstruis justement l'amitié comme une structure sociale, c'est-à-dire que la famille, on l'a beaucoup effectivement réfléchi comme ça, et tu le décortiques, c'est-à-dire que chaque type de situation que tu racontes de manière très incarnée nous amène à réfléchir nos rapports de pouvoir aussi au sein de l'amitié, et tu le fais avec une approche féministe. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie où tu parles de sororité. Et que tu déconstruis toute, en fait, la question de cette jalousie, tu sais, qui est créée. On se fait dire qu'on doit être jalouse de nos amis de filles, alors que c'est socialement construit. Là, on pourrait ne pas être constamment en compétition. Là, toute la rivalité féminine qui nous est enseignée dans les fictions, dans notre éducation, tu la déconstruis. Puis je voulais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir parler de sororité? Ça aussi, justement, je pense que c'est beaucoup en fait, mon défi, c'était de faire un livre qui n'était pas 100% féministe, parce que je me disais, pas qu'il n'est pas anti-féministe, il est féministe partout, mais qu'il ne porte pas sur des thèmes, sur des thèmes spécifiquement féministes, parce que c'est sûr que c'est de là que je viens, c'est des milieux féministes, c'est les milieux féministes qui ont formé ma pensée. C'est là que je me suis construit intellectuellement, puis artistiquement aussi, puis humainement. Cela dit, pour moi, ça allait de soi qu'il devait avoir un chapitre sur la sororité, parce que c'est d'abord l'amitié entre femmes qui m'a amené à réfléchir à l'amitié. Est-ce que c'est l'amitié? Je pense que c'est intéressant aussi de parler de sororité parce que c'est quelque chose qui dépasse le lien amical. La sororité, c'est une manière d'être avec les autres, une manière d'être en solidarité avec les autres. Je viens de dire que ce que le Guélion, ça a été un espace vraiment de réflexion vraiment important pour moi. Mais c'est ça aussi, comment est-ce qu'on est non seulement... Comment est-ce qu'on est solidaires, justement, les unes des autres dans un contexte où les gens, on nous incite si peu à être solidaires. Je pense que dans le... puis, par exemple, j'ai été à Le Guélion dans une période où il y avait quand même un essor de la pensée féministe, ou du moins une reconnaissance, une visibilité accrue à ce moment-là. Je pense autour de 2015, en 2015-2018, et aujourd'hui, peut-être qu'on se dirait qu'on est plus dans quelque chose qui ressemble à un backlash. Je pense qu'à l'époque, il y avait comme... on parlait des féministes, il y a eu les vagues de dénonciation. Puis c'est une question qui était comme toujours en filigrane pour moi, de me dire, comment est-ce que... Oui, c'est important que des femmes aient de la reconnaissance, mais est-ce que cette reconnaissance-là va se traduire par une solidarité réelle? Comment est-ce qu'on reproduit pas le système de l'achievement puis de la reconnaissance que le milieu artistique, les milieux médiatiques, les milieux politiques nous apprennent à voir comme étant... Comment est-ce qu'on... Pour moi, la sororité, c'était la manière de ne pas... que cet essor du féminisme-là retombe pas ne devienne pas un simple féministe libéral, en fait. C'est ça aussi. Ça, c'est intéressant parce que tu dis que c'est pas un livre féministe dans la définition classique du terme, mais cette vision-là, c'est un changement de paradigme complet, de penser la relation à l'autre. Puis c'est ce que des féministes nous ont beaucoup amené, cette idée-là qu'on est en relation les uns avec les autres, qu'on n'est pas des individus atomisés, justement, sous le capitalisme, ce monde néolibéral dans lequel on vit, où on est en compétition les uns avec les autres. Puis je pense que c'est quand même le filigrane de ça. Pour moi, c'est quand même... c'est très facile à lire, puis c'est très grand public, mais en même temps, il y a quelque chose de changement paradigmatique important sur comment on est en relation à l'autre, puis pas juste à notre famille. Oui, non, absolument. Puis je pense que c'est important de le dire aux ados. En fait, je continue à penser pendant qu'on réfléchit, je réalise que de le dire aux ados, c'est aussi parce que, puis ça, je le mentionne dans le livre, que ce rapport-là, il y a un certain rapport à l'amitié qu'on peut entretenir quand on est jeune, puis on nous apprend à perdre avec le temps, qui est un rapport qui est fusionnel, qui est intense, qui est aussi... les ados se chicanent. Je me souviens de m'être beaucoup chicanée avec des amis au secondaire. Mais c'est vrai, ça. Ou même au primaire. Puis après ça, on se réconcilie parce qu'on est dans la même classe, on est dans la même école, on va rester amis. Puis là, des fois, ça se brise, ça revient pas, mais des fois, ça revient. Beaucoup plus qu'entre
entre adultes ou comme quand il y a un conflit, souvent on passe à autre chose, on retourne à notre vie. Ben, souvent, les couples vont passer à travers plein de crises, mais les amitiés qui passent à travers des crises, ben, il y en a beaucoup moins. Fait qu'on a cette intensité-là, on a cette exigence-là de l'amitié quand on est jeune. Un rapport qui est aussi... Il y a des relations toxiques entre jeunes, mais il y a aussi des relations qui sont vraiment plus désintéressées ou des relations où on fait juste se voir puis il se passe rien. Puis ça, on a ça quand on est jeune, mais la manière dont on nous apprend à être des adultes, ben ça nous apprend à défaire... On nous apprend à défaire ça. Ouais. Et je me dis, peut-être que de le dire... De revenir à ça, puis de revaloriser l'amitié socialement, ça implique un grand changement de paradigme. Mais est-ce qu'en fait, pour des jeunes, c'est un grand changement de paradigme ou c'est juste de garder des valeurs qui ont déjà... Oui, puis par exemple, tu parles de la cohabitation, puis moi, ça me touche vraiment parce que j'habite en ce moment, on a acheté un condo avec des amis qui ont maintenant des enfants, puis pour moi, ça a été transformateur j'ai toujours habité en colocation, mais comme adulte, passé la trentaine, les gens me disaient toujours, mais éventuellement, tu vas vouloir être tout seul, mais tu vois, on déménage, mais on va avoir d'autres colocataires, donc c'est toujours, on recrée cette relation-là très fusionnelle, pas fusionnelle nécessairement, mais proche qu'on a avec des amis. Puis ça réfère à ce que tu écris quand tu dis la famille ne devrait pas être au centre de nos vies. Parce que la famille est devenue cette chose, la famille nucléaire, là, c'est tout ce qui doit exister. Tu sais, Margaret Thatcher disait there's no such thing as society, il n'y a que les individus et leur famille. Mais toi, tu crées quelque chose. Il y a ça qui existe aussi dans le filet social. C'est intéressant notamment pour la cohabitation, je trouvais. Oui, non, c'est vrai que... Mais même par rapport à la résistance, en fait. Tu sais, quand tu dis s'engager en amitié, puis je reviens à la sororité, et il y a des moments politiques qui ont été marqués par l'amitié. Tu sais, quand Chantal Daigle a voulu se faire avorter aux États-Unis, c'était ses amis, c'était ses sœurs qui étaient là pour elle et qui l'ont amenée et qui l'ont aidée. Tu sais, dans les moments de retranchement les plus difficiles, dans des moments de lutte politique, l'amitié, elle est quand même là. Tu sais, je veux dire, si on reprend même, nous, nos expériences respectives, il y a eu de la résistance en amitié qui dépasse, je trouve, la sphère professionnelle, etc. Puis même, ta réflexion m'a amené à réfléchir cette question de sororité en réponse au Boys Club. Et parce que ils se disent amis. Je veux dire, il y a des gains qui sont faits dans ces cercles-là, etc., des gains sociaux, affectifs, économiques, mais repenser ces rapports-là et ces relations-là comme schème de résistance, j'y avais pas pensé. Tu vois, tu m'as amené à penser ça. Je pense qu'on peut c'est intéressant de penser l'opposition sororité-boys club parce que c'est un peu des opposés. Je pense aussi que, comme personne dans les milieux féministes, c'est sûr que je réfléchis beaucoup à la question des privilèges. Comment est-ce qu'on évalue ces privilèges sans devenir complètement parano avec nos privilèges? Je pense qu'on est tout le temps, on peut toujours être susceptible de créer l'équivalent d'un boys club, mais au sens où... absolument. C'est facile aussi. J'ai vu beaucoup dans le milieu culturel, des gens qui se disent « Ah oui, nous, on est amis ensemble », mais c'est sûr que c'est facile. Je le vois entre personnes qui ont de la visibilité, de dire « Regardez, nous, on est amis, c'est beau, c'est de l'amitié, c'est de la sororité », mais oui, mais en même temps, on est aussi des gens qui ont une visibilité, qui ont une reconnaissance, puis c'est quoi la frontière? Où est-ce qu'on utilise cet espace, un espace pour juste... Le prétexte de l'amitié pour reconduire ça, en fait, cette reconnaissance-là entre nous, puis se la partager, puis la multiplier parce qu'on est amis. Regardez, c'est beau, l'amitié. Est-ce que notre amitié... Finalement, est-ce que... Je sais pas comment dire. Ça peut devenir quelque chose aussi. Est-ce que c'est quelque chose d'esthétique ou superficiel, tu veux dire, dans la représentation, des fois, cette... Ben oui, c'est un truc... Dans le cas de Léa et moi, c'est intéressant parce qu'on se connaissait quand on n'était pas du tout connus. Parce que maintenant, tu sais, en fait, on n'est pas vraiment... Mais on fait comme piment fort. Non, c'est fake. On s'est connus dans des moments de retranchement. Oui. On était très, très jeunes. Hein? Oui, mais ce que tu dis, c'est ça, c'est intéressant parce que, nous, je sais pas pourquoi, mais on s'est jamais vraiment chicanés. Non, mais moi, je me chicane très rarement en amitié, sauf que des fois, quand il y a mes valeurs qui sont piétinées, je dis non. Oui. Ou tu te fâches quand les gens heurtent tes amis. Là, Léa... Ah ouais, ben là, les gants tombent, là, Léa. Je viens en tabarnak. Mais parce que il y a comme un instinct aussi de protection. Tu sais, quand tu parles de la famille, que c'est pas que la famille, justement, tu racontes bien comment est-ce qu'on... C'est ça, il y a cet esprit de solidarité. Mais j'aimerais ça qu'on revienne aussi sur le cas de Roxane, sans la mettre sur la sellette. Là, tu parles de quelqu'un que tu connais qui, elle, voulait justement tendre la main au Boys Club et qui se sentait pas comme... Peut-être par expérience de rejet, qui a comme une petite misogynie internalisée. Est-ce que je peux dire ça? Oh non, c'est peut-être trop fort. Hein? Non, on peut dire ça, dans le sens que je pense que... Je sais pas si elle l'aurait dit comme ça, la personne que j'ai interviewée. Mais oui, c'est ça, c'est...
la mentalité du Boys Club, en fait, c'est ce que cet exemple-là démontre, c'est que cette mentalité-là de la compétition, ben on n'en est pas seulement victime, on peut l'intérioriser puis la reproduire puis aller un peu partout. Là. Il y a beaucoup de femmes là, qui disent ça, que c'est plus compliqué être amie avec les autres femmes, parce que c'est une reconnaissance aussi là, d'être vue par le Boys Club, en fait. Là. Ouais, puis que c'est un vecteur de réussite. C'est quoi la vision, selon toi, que nous vend, tu parles de la vision que nous vend la société de l'amitié femme-femme. Comment est-ce qu'on l'a finalement présenté? Comment ça nous est vendu, cette relation femme-femme-là? Ben, peut-être que c'est différent pour les nouvelles générations. Je pense que l'idée que c'est compliqué être amie entre femmes est vraiment omniprésente, là, que c'est plus compliqué. Je me souviens d'avoir entendu beaucoup ça, là, même quand j'étais jeune, ou dans les représentations. Là, c'est lourd, c'est émotif, ça pleure, on se chicane, on est jalouse. C'est quelque chose qui est quand même encore présent. Puis c'est pas vrai que c'est pas compliqué, en fait. Pour avoir eu des grandes amitiés, puis pour avoir entretenu beaucoup d'amitiés avec des personnes queer féministes, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que les gens sont traumatisés, en fait. C'est ça la réalité, c'est que ben oui, la jalousie, c'est quelque chose... Ben, il y a la question de la jalousie. La jalousie, c'est un peu un réflexe quand on se sent dans un contexte de compétition, ben la jalousie va émerger parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Fait que il y a ça qui n'est pas non plus infondé, mais c'est pas parce que les femmes sont foncièrement jalouses puis foncièrement méchantes ou compétitives. C'est un contexte qui fait que ça émerge puis que ça informe leur relation. Mais je pense aussi, c'est ça, la question des traumas est quand même... Dans les communautés féministes, dans les communautés queer, il y a beaucoup de gens, quand on fait un tour de table, si on fait un tour de table de trauma, ben, tout le monde a des traumas. Ouais. C'est sûr que des personnes qui ont été blessées, qui sont facilement activées par tel comportement, qui ont vécu beaucoup de violence à différents moments de leur vie, ben oui, c'est plus compliqué à être amis. Oui, ça demande, oui, il y a plus de fois où il faut qu'on s'explique pendant 1000 ans sur pourquoi est-ce que tu as dit ça, puis ça m'a blessé. Puis oui, on passe pas facilement outre tel commentaire un peu irritant, un peu blessant. Mais c'est pas une mauvaise chose. Oui, c'est plus difficile. Sauf qu'en même temps, est-ce que les gens qui ont des traumas devraient avoir moins d'amis? Est-ce que le problème n'est pas dans le fait que c'est compliqué? C'est pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? C'est ça le problème. Qu'est-ce que ça peut apporter? Parce que moi, mes amitiés femmes-femmes, surtout dans la trentaine, m'ont tellement apporté à cause de ce vécu-là collectif qu'on a, de ces expériences partagées, du care, du support que j'ai pas de mes meilleurs amis de gars, mais que j'ai autre chose, mais j'ai vraiment redécouvert ça. Puis toi aussi, tu te dis que tu l'as redécouvert parce que tu as longtemps voulu être la chum de gars. Puis qu'est-ce qui t'a fait repenser ça? À quel moment dans ta vie? Comment ça s'est passé? Je pense que je parle aussi d'un... Puis ça, c'est... J'en parle dans le livre d'un chapitre où j'ai vécu des épisodes de violence conjugale aussi. Puis je pense que ça a été quand même un grand point tournant où... je militais à ce moment-là dans des milieux de gauche avec des gens anticapitalistes. Puis finalement, au moment où ça arrive, puis que là, tu te rends compte que ton ami vit de la violence conjugale, ben les seules personnes qui sont restées proches de moi, c'était des femmes. Des seules personnes qui sont pas mal à l'aise quand tu pleures, c'était des femmes qui étaient là, puis qui ont vraiment pris position aussi. Puis je dis prendre position à l'intérieur d'un groupe d'amis, d'être comme, oui, je te supporte, puis je crois à ta version des faits, je vais continuer à être ton ami à toi, à te prioriser. Fait que ça a été quand même puis je pense aussi autour, un peu post-2012, je pense que je me suis impliquée dans différents groupes militants autour de cette époque-là. Puis c'est dynamique, les dynamiques, en fait, d'être avec des hommes qui veulent prendre la parole, avoir beaucoup de reconnaissance. J'ai jamais vu ça. J'étais tannée de sentir, c'est ça. Il y a quand même je me rendais compte que dans ces milieux-là, la parole était comme très formatée aussi, puis il fallait que je performe une forme d'intelligence que je croyais que je n'étais pas capable de performer à l'époque. Puis dans les milieux féministes, j'ai trouvé une bienveillance puis une ouverture pour la manière dont je parlais, dans la manière dont je pensais, la manière dont je m'exprimais. Puis finalement, c'est une bonne chose. J'écris des essais, puis plein d'hommes devant qui je me suis sentie stupide n'écrivent pas d'essais aujourd'hui. Oui, puis le passage est très touchant dans S'engager en amitié lorsque tu parles de violence conjugale, et ça m'a fait penser à un livre de, comment elle s'appelle? Virginie Gendron Chalifou. Voyons, non, je vais le dire. Désolée, je recommence. Virginie Chaloux-Gendron, qui vient de publier un livre vraiment très touchant qui s'appelle « Tout cela m'appartient ». Et c'est fascinant parce que les protagonistes qui vont être auteurs de violence dans S'engager en amitié et dans cet ouvrage-là
ont un profil similaire. Le profil de l'intello, le profil de la personne de gauche alliée qui prétend être quelque chose. Puis, en tout cas, j'ai vraiment vu des ponts entre vos écrits. On n'en parle pas beaucoup parce que, justement, tu dis milieu anticapitaliste. Ça, moi aussi, j'ai évolué dans ces milieux-là parce que, par ailleurs, Camille et moi, on se connaît depuis le secondaire. Mais donc, dans ces milieux-là, il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de gens qui ont des opinions politiques très radicales. Moi aussi, je me suis sentie tellement imposteur avec ces intellos-là, tu sais, qui pouvaient citer du Bourdieu puis du Foucault alors que je savais pas c'était qui. Moi, Bourdieu, je pensais que c'est le prof de quelqu'un. Tu sais, je savais pas. Mais malgré ça, ils reproduisent quand même des dynamiques problématique parce que, par exemple, on a parlé à Simon Paré-Poupard qui a écrit le livre Ordure. Lui parlait de masculinité toxique parfois dans le milieu des éboueurs. Puis là, tu peux t'imaginer, tu dis, ah ben oui, ça fait du sens. Ouais. Mais dans nos milieux aussi. Ben oui, autant. Ouais. Oui, puis c'est démontré que l'amitié, en cas de violence conjugale, sexuelle, etc., était une source d'apaisement, de réparation, même dans certains cas, même parfois autant que la thérapie. Là, donc, c'est quand tu dis refuge, l'amitié comme refuge, moi, ça m'a beaucoup parlé. Oui, ben c'est un refuge, puis c'est aussi un espace où on peut penser, où je considère qui m'aide à penser. Des fois, je suis pas comme une essayiste qui écrit. J'ai pas un profil de bibliothèque là, qui est toujours dans les livres puis les références. Ben, je lis beaucoup puis j'ai des références aussi. Mais c'est beaucoup dans la discussion avec les autres que ça se construit. Puis pour que la pensée se construise, pour moi, il faut un espace de bienveillance aussi où on peut dire des choses. Puis on sait que ça va, même la pensée, c'est quelque chose qui est toujours en construction, puis être dans un espace où on peut avancer des idées, puis se faire dire « Ah, c'est peut-être pas la meilleure idée, finalement. C'est peut-être pas rapport à ce que je dis, mais que je me sens pas menacée, j'ai pas l'impression que je vais perdre ma crédibilité, j'ai pas l'impression aussi que la personne va me juger parce que, ben non, voyons donc voir qu'elle pense ça. Parce que la personne et mon ami sait que je suis de bonne foi puis que j'ai des valeurs qui correspondent aux siennes. Mais ça, cet espace-là où on peut échanger sans toujours être en train de s'auto-censurer ou de passer dans sa tête les phrases puis dire « Je vais-tu dire la bonne chose? » Ben ça, c'est très fécond aussi. Puis quand je dis réfléchir, c'est autant discuter de la vie personnelle que de politique là, ou de peu importe, ou de sujets qui sont plus... Mais qui ont une portée plus sociale, directement sociale. Ça, que cet espace-là est quand même important pour moi. Là. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a tellement un truc genré là-dedans où les hommes, depuis la jeune enfance, se font encourager, on les écoute, on les laisse parler. Fait qu'ils se pratiquent à dire des choses intelligentes. Oui. Là, moi, depuis que j'ai un peu moins le sentiment d'imposteur, ben maintenant, quand des gars disent des choses avec une assurance, l'assurance de l'homme, je veux pas dire l'homme moyen, mais en tout cas, l'homme en général a une assurance que la femme a moins. Puis des fois, ils vont dire des choses, puis c'est pas vrai. Puis maintenant que j'ai plus confiance, puis je suis comme, non, tu utilises pas bien le mot épistémologie. Je vais te call out. Parce que ils se sont tellement fait écouter que c'est ça, ils développent une confiance alors que je vois tellement de femmes brillantes dans mes cours puis souvent je vais plus les valoriser, je vais plus les complimenter quand ils vont dire quelque chose d'intéressant parce que c'est là où tu te formes là, puis tu développes cette confiance là, fait que si tu retrouves ça avec tes amitiés, tant mieux. J'ai étudié en philo, c'était le festival du gars qui dit n'importe quoi sans savoir. Mais c'est pas contre les gars, c'est juste une socialisation. C'est ça, c'est la société qui les encourage. Qui amène à avoir, par une certaine, des fois, assurance que effectivement les femmes n'ont pas dans leur socialisation. Mais ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est finalement vraiment une perspective anticapitaliste parce que tu es hors de la compétition. Tu veux déconstruire cette lutte-là. Tu veux des rapports égaux. Fondamentalement, finalement, même dans ta... C'est un changement de paradigme. Entre les gens, oui, en général, oui. Puis c'est vrai qu'il y a des espaces qui le permettent pas, en fait. Non. À cause de la société dans laquelle on vit, tu parlais de milieu de travail, c'est ça, même... Ouais. En tout cas, oui, c'est très... Mais donc, non, moi, je voudrais aussi parler parce que tu déconstruis ça, les relations de hiérarchie, par exemple, tu déconstruis aussi les zones grises entre le couple et les amitiés. Parce qu'il y a tu brouilles les frontières entre amitié, intimité sexuelle, comme si il fallait qu'il y ait des lignes strictes. Puis maintenant, il y a de plus en plus de livres qui parlent qui déconstruisent la monogamie, par exemple. Qui vont dire, OK, quand t'es en couple, t'as peut-être le droit d'aller voir ailleurs, tu peux être polyamoureux, tout ça. Mais dans l'amitié aussi, c'est pas si clair que ça, que c'est blanc ou noir. Peux-tu nous expliquer ce serait quoi le spectre de l'amitié? Le spectre de l'amitié, entre le couple et l'amitié. Ouais. Ouais, ben, j'ai la misère à théoriser ça. Puis cela dit, j'ai quand même dans une relation de couple traditionnelle. Des fois, je me sens imposteur. Là, j'ai l'impression que ça va être décevant. Là, je suis pas dans une vie avec une pluralité d'amis amants. Là, mais je comprends ton émotion. Oui, parfois tu dis faudrait qu'on soit rendu là, mais pas nécessairement. Là, mais en même temps.
Ben c'est ça qui est difficile quand je dis qu'on n'a pas utilisé beaucoup de termes on n'a pas développé une panoplie de termes pour décrire les amitiés. Peut-être que c'est aussi une bonne chose d'une certaine manière parce que peut-être qu'il faut pas le définir non plus. Mais je pense qu'il peut y avoir de l'amitié aussi dans différentes relations, dans le sens que on n'a pas à classifier les amis ou par exemple, des collègues peuvent être nos amis, genre notre amant, notre amante ou notre partenaire, peu importe, peut être notre ami aussi. Bon, la personne avec qui on est en couple aussi peut être aussi notre ami. Et je pense que l'amitié, c'est une relation, t'es égalitaire, qui peut être... c'est ça, qui peut être dans différentes relations aussi. Il peut avoir eu de l'intimité sexuelle, puis après des amitiés. Ça, j'aime ça. Non, mais pas dans le sens que j'aime ça. Oui. Mais moi, il y a beaucoup de mes amants qui sont devenus mes meilleurs amis aujourd'hui. Je veux qu'on se parle de ça. Tu parles de l'injonction au couple, mais ça, c'est une autre chose. Comme si, goffer, ça se pouvait pas, l'amitié. Et ça, on se fait dire ça souvent. Souvent, mais moi, je trouve que le fait d'avoir eu une relation d'intimité sensuelle, d'amant, whatever, là, de relation intime, n'exclut pas l'amitié. Pourquoi est-ce qu'il faut nécessairement aussi se mettre en couple alors qu'il y a eu intimité, tu sais, en amitié? Ouais. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant de le dire pour les ados. Je pense que c'est quelque chose, t'es adulte, même s'il y a l'idée que la sexualité va comme contaminer, on dirait, toutes les relations, c'est présent. Je pense qu'il y a quand même plusieurs gens qui ont des exemples autour d'eux de dire, ben oui, je suis restée amie avec mon amant, ou une fois, j'ai couché avec mon ami, puis on s'est dit, ah non, c'est pas ça. C'était le fun, mais on va pas devenir un couple ensemble. Mais pour les ados, il y a quand même un grand tabou, là, de dire, moi, j'ai grandi en me faisant dire, si tu couches avec tes amis, l'amitié va être finie. Oui, tu parles de la sacralisation de la sexualité. S'il y a de la sexualité, ça change tout. Ça change tout, oui. Puis à l'inverse, les gens, on pouvait accepter, ah oui, on a été chum blonde ou partenaire, je sais pas comment les ados s'appellent, mais puis après ça, de devenir amis, ça, c'est quelque chose on dirait qui peut être accepté, mais c'est comme s'il y a un côté où il peut y avoir un point de non-retour. Tu peux pas être ami, puis après ça, coucher ensemble, puis après ça, redevenir amis, puis après ça, peut-être un jour sortir ensemble, mais la trajectoire doit être linéaire. Mais il y a pas c'est comme si on nous apprenait qu'il n'y avait pas de point de retour. C'est les petites cases. Tu déconstruis les petites cases. Les petites cases. Soyez libre, gang. Les petites cases liées à... Exactement. Soyez libre, gang. Ça aurait dû être ça, le titre. Mais tu déconstruis aussi les cases liées à l'hétéronormativité. Oui, ben en fait, puis ça, cette éducation-là, c'est très hétéro comme éducation, dans le sens que dans les milieux, premièrement, dans les milieux gays hommes, tu sais, ça fait longtemps que les gens, c'est comme acquis que tu peux être ami, avoir dans un couple ouvert, tu sais, c'est vraiment plus ouvert. On regarde les écrits de la littérature gay des années 70, puis c'est très présent, c'est partout. Même dans la littérature lesbienne aussi, les femmes, c'est des communautés de lesbiennes qui y en a qui couchent ensemble. Peut-être qu'il c'est peut-être moins présent, là, cette fluidité-là dans les écrits lesbiens, dans les témoignages des milieux lesbiens des dernières décennies. Mais quand même, ça reste très hétéro, là, l'idée que la personne avec qui tu couches, tu lui promets, c'est qu'encore un peu la logique du mariage, puis du partenaire unique, l'homme ou la femme de ta vie. Et tu auras des enfants et tu seras heureux pour le reste de tes jours. Oui, c'est ça. Puis on nous apprend ça parce que c'est comme dans avec cette culture-là qu'on grandit. Puis cela dit, j'ai l'impression des fois que ça change, mais je pense que j'ai l'impression que ça change parce que les ados que je côtoie, c'est les enfants de mes amis féministes queer qui grandissent à Montréal dans des écoles de théâtre. Dans le sens que c'est quelque chose, je pense, c'est encore présent. Mais moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir à mes amitiés femmes-femmes parce que de l'autre côté, c'est que j'ai eu des amitiés femmes-femmes où, a posteriori, je réalise qu'en fait, il y avait des sentiments amoureux, où j'avais un désir d'intimité, ou je pense que c'était fusionnel. Puis après coup, je me ben oui, cette meilleure amie que j'ai eue pendant le cégep, on était tellement tout le temps ensemble, fusionnel. Pourquoi on n'a jamais pensé être un couple? Parce qu'on vit dans cette société-là, puis on se faisait dire que... Vous étiez des amis? Oui. On était meilleurs amis, BFF for life, puis on était... mais tellement intensément qu'à un moment donné, ça a coupé. 2 fois dans ma vie, j'ai eu des moments où c'était tellement intense. Là, ça a coupé, mais parce que c'était peut-être plus un couple que... Mais moi, non. Dans le fond, il fallait que je sois en couple avec un homme. Mais on apprend à être amis aussi. Hein. C'est quand même qu'il y a un apprentissage. J'écris un film sur cette question-là, en fait, la trahison en amitié, qui s'appelle « Crève avec moi », qui est tiré d'un roman que j'ai écrit. Ton premier roman. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité, en fait, d'apprendre à dire aussi, peut-être que cette amitié-là ne me convient plus. Ou parfois, d'essayer de comprendre la nature de cette relation-là, comme on peut le faire quand on est un couple. J'ai l'impression qu'on évolue
à travers on a une le réflexion temps, en amitié, c'est vrai. On n'a pas de d'habitude, réflexion t'as en raison. amitié. C'est comme, on est amis, puis c'est tout, là. Tu sais, c'est comme ça. Mais des fois aussi, les relations se transforment, les valeurs se transforment. Et ça peut amener des confrontations et des crises dans la Dans Ça les nécessite du amitiés, travail, les amitiés. d'être... Mais c'est vrai, les ruptures d'amitié, c'est quelque chose qui est quand même t'es peu théorisé, si on veut, ou peu comment mettre fin à une amitié. Je pense que se poser la question de comment on devient des amis, et c'est aussi de se poser la question comment on arrête d'être des amis, d'une certaine manière. Mais tu sais, c'est important. Je sais pas. Je suis pas une grande partisane de l'amitié, quoi coûte que coûte, là, dans le sens que... non, moi non plus. Puis c'est aussi un... Je pense que si on transposait ça à un couple, ce serait tellement toxique là, de se dire ah oui, cette personne-là, c'est mon ami depuis le secondaire. Il faut que ça reste encore mon ami. Mais si on se disait ça, ah oui, c'est mon chum depuis le secondaire, faut encore, je peux pas le laisser. C'était ça pendant la génération de nos parents, c'était ça. Moi, mes parents étaient 40 ans ensemble, mais c'est ça. Ça a pris du temps avant que mon père décide de quitter parce que c'est ça. Un couple, tu restes en couple toute la vie. Mais c'est parce que l'amitié, tu peux à un moment donné disparaître lentement, mais sûrement. Mais des fois, ça te rattrape, puis il faut que tu dises les choses. Oui. Je trouve que les enfants... C'est important c'est important de clarifier, tu sais. Oui, t'allais dire les enfants, eux, ils commencent en amitié. Les enfants, je trouve qu'ils sont cute parce qu'ils demandent, tu sais, des fois, je sais pas si vous aviez fait ça quand vous étiez enfant. Veux-tu être mon ami? Ou est-ce qu'on est... il y avait le couple, mais des fois, veux-tu être mon ami? Le jour où tu disais meilleur ami, là, c'était comme... Oui, c'est ça. Un step. Tu peux changer de meilleur ami. Oui, exact. Mais là, il faut que tu dises... Ouais, j'ai changé de meilleur ami. J'en ai 2. Ouais. Les enfants communiquent beaucoup leurs émotions puis ne mentent pas. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a plus de conflits. À l'adolescence, au primaire, on n'a pas de masque. On apprend à se refouler comme adulte, j'ai l'impression. Mais donc, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile l'amitié qui commence à l'âge adulte? Il y a quand même clairement quelque chose de plus difficile de devenir ami. Il y a beaucoup de gens qui développent ont un peu de nouveaux amis à l'âge adulte parce que la vie du travail puis de la famille les rattrape. Oui, je pense que plus on vieillit, je dis des grandes généralités, là, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, plus on vieillit, plus montrer sa vulnérabilité, c'est quelque chose qui est difficile, qu'on fait moins. Peut-être qu'on le faisait pas non plus jeune non plus, mais qui est comme quand même... où on a moins développé de barrières ou son récit de soi, notre récit de soi est moins construit, là, c'est moins facile de... C'est plus facile de comme... non, plus difficile, en tout cas, de se cacher derrière un récit qu'on a formaté de soi quand on est enfant. On n'a pas travaillé ce narratif-là pour dire « Ah oui, moi, je suis comme ça, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je me présente au monde. » Notre manière d'approcher les autres est plus rough, là, si on veut. Mais aussi, ce que tu dis, c'est aussi qu'on donne moins d'attention à ces relations-là dans nos vies. Si on considérait l'amitié sur un piédestal où on considérait que c'est des relations importantes, peut-être qu'on y accorderait plus d'importance. Moi, je vois des femmes plus âgées et des hommes surtout, là, en fait, qui ont de moins en moins d'amitié, qui ont presque pas d'amis. Ouais. Mes parents ont peu d'amis, alors que moi, je suis entourée. J'ose espérer que En fait, nous, on rêve de finir dans une maison de personnes âgées ensemble. Moi, j'y crois. Mais nous, on est plus, je pense, notre génération, peut-être, on a créé encore plus on a donné peut-être plus d'importance à l'amitié. Puis j'ose espérer que les jeunes qui vont lire ton livre, je pense que c'est peut-être plus important pour eux. Je pense qu'il y a aussi peut-être que ça c'est catastrophiste aussi, mais moi je trouve ça important de réfléchir à la question de l'amitié dans un contexte où notre filet social s'étiole aussi. Puis on a la famille, on n'est plus des familles de 8 enfants, de gens qui peuvent te soutenir, t'aider, puis qui ont comme une fidélité parce que t'es leur famille. Ces valeurs-là, ça, je sais pas, je disserterai pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose que la famille se disloque, mais ce qui est indéniable, c'est qu'on vit dans un stade du néolibéralisme où le filet social s'est étiolé, puis subvenir à ses besoins de base, c'est de plus en plus difficile. Je parle de colocation, puis tu disais tout à l'heure, Malika, que toi, tu vis en colocation avec des amis. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être obligés de se mettre ensemble pour assurer leurs conditions de vie. En fait, ne serait-ce que pour des conditions économiques, exact. Oui, c'est ça. Fait que comment est-ce qu'on pense ça maintenant? Dans le sens que les gens habiteront plus, on sera plus dans des familles avec des enfants qui sont rendus grands, qui travaillent, qui ramènent de l'argent à la maison, dans des maisons où on est 12, ça sera pas ça, il va falloir trouver d'autres liens. Puis avant, les gens habitaient avec leurs frères et sœurs souvent. Il y a des gens qui achetaient des maisons entre sœurs. C'est vrai. Mais en même temps, si on le prend historiquement au Québec, les familles ont été forcées il n'y a pas si longtemps. La génération de nos grands-parents, là, je veux dire,
la famille était forcée. Le curé rentrait dans la famille et disait « Ah, mon ventre gargouille. » C'est quelque chose d'important, mais... On l'entend pas. Donc, le curé rentre dans l'espace familial et dit « Moi, j'ai un pouvoir sur ta reproduction, femme et enfante. » Donc, j'ai l'impression qu'il y a des familles qui ont été bousillées, fuckées. Il y a des familles dysfonctionnelles aussi qui sont nées, finalement, dans un contexte de grande noirceur. C'est la famille forcée versus, comme Bell Hooks sur la sororité. Bell Hooks, une autrice afro-américaine, parle aussi de la famille choisie. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est ça, on habite avec des gens... On crée des familles choisies. Par amitié. Ouais. Mais c'est ça, nous, je pense qu'on n'a pas vécu cette situation-là, mais on a vu des gens souffrants aussi, des gens plus âgés qui ont souffert de ça par le cadre familial. Donc, peut-être qu'on explose finalement ces normes établies-là. Oui, c'est pas une mauvaise chose. Je pense pas qu'on devrait rester... cette rapport-là inconditionnel à la famille, puis la famille, non, je pense pas que c'est un idéal. Puis clairement, la famille choisie est un idéal qui est plus... Mais quand on dit famille choisie, c'est pas... justement, c'est pas seulement la différence entre juste des amitiés puis la famille choisie, c'est il y a quelque chose souvent qu'on nous apprend à être inconditionnel dans la famille. Ben dans la famille choisie, si on décide de s'organiser avec des gens, de construire des choses, des liens qui sont importants au quotidien, de faire famille avec des amis, ben là, on peut pas non plus décider qu'au premier conflit, ben on se ghost mutuellement, on fait de l'évitement, puis on passe à autre chose, on se voit moins souvent. Il faut qu'il y ait un travail humain qui soit fait de la même manière. Puis je dis ça, puis je pense que pas nécessairement beaucoup de travail humain qui ont été fait dans beaucoup de familles qui ont vécu ensemble il y aurait dû, vie, mais il y aurait dû. Mais là, vu que c'est choisi, ben, si on veut continuer à choisir, il faut qu'on travaille sur nos relations. Encore plus mature. Mais oui, effectivement, moi, j'ai des amis de filles avec qui on s'appelle on se dit qu'on est sœurs, les gens avec qui j'ai habité. Je veux dire, ces gens-là, c'est ma famille maintenant, leurs enfants, c'est ma famille maintenant. Fait qu'il y a quelque chose de comment tu parles dans ton livre, d'envisager le futur à plusieurs puis de déconstruire l'intimité. Mais c'est encore à contre-courant. Quand tu dis aux gens que tu habites en colocation, passé 30 ans, les gens, quand même, comment les gens réagissent autour de toi dans ta communauté, pas dans ta communauté queer qui, eux, doivent comprendre, mais en dehors de ça, ta famille, ou comment ils voient ça, ta colocation? Mais moi, je suis pas en colocation. Comme t'es resté en colocation. Mes réflexions sur la colocation, je pense que les gens comme... Ben oui, les gens trouvent ça encore bizarre d'habiter en colocation. Moi, je n'habiterais pas en colocation parce que j'habite en coop d'habitation. Puis, c'est déjà beaucoup de collectifs. Le collectif dans le collectif, ça serait trop de collectifs pour moi. Mais parce que c'est plus de travail. Ben oui, c'est une autre forme de vivre ensemble aussi. Mais je pense... Mon Dieu, excuse-moi, j'ai perdu mais le sinon, fil est-ce que tu vois aussi autour de toi plus de gens de notre âge qui habitent en colocation? Quand même, ben oui, parce que les gens ont plus le choix. Puis j'avoue que je dis ça, puis quand j'ai développé cette vision-là de... Ah oui, la colocation. Quand j'ai écrit sur les colocations, comme c'était révolutionnaire. Après, maintenant, je travaille en droit du logement, en comité logement. Puis, en fait, je reviendrai sur... Je mettrais des bémols à ce que j'ai écrit parce que l'idée que la colocation, c'est un truc de jeunes, c'est vraiment issu de la classe blanche moyenne, plus aisée, parce que, sincèrement, dans les milieux populaires où les gens sont très précaires économiquement, habitent en colocation toute leur vie, habitent des duos de frères-sœurs ou de sœurs-sœurs ou de parents-enfants qui restent ensemble toute leur vie. J'en vois tous les jours. Puis ça reste, c'est très normal. Là. C'est pas vu comme étant étrange. C'est juste que les gens, justement, qui bénéficient pas d'un filet social ou qui bénéficient pas de privilèges socio-économiques, cette idée-là que tu as ta petite maison, ton petit 3,5, ton petit appart, ton studio, existe pas parce que notre système leur permet pas cette stabilité-là. Puis je pense aussi, je parle de classe socio-économique, mais aussi de... Culturelle aussi. Il y a beaucoup de gens, comme... C'est un problème. Là. Je vis en logement social, puis je milite pour le logement social. Puis même dans le logement social, reste que les logements sont pensés pour des familles, là, pour des familles, papa, maman ou parents avec enfants. Mais des familles qui veulent postuler dans des coops, des OBNL, des HLM, puis qui veulent vivre à 3 générations, il y en a beaucoup. C'est moins des personnes blanches souvent que généralement. En moyenne, beaucoup de personnes ou de communautés immigrantes qui veulent... qui ont ce modèle-là, puis pour qui c'est normal, c'est pas juste parce qu'ils ont pas les moyens. Fait que c'est idéal-là, il reste quand même assez centré sur un certain... c'est mon billet de personnes blanches qui a grandi dans une famille de la classe moyenne. J'ai une question pour toi. Comment tu as fait pour te préparer pour écrire S'engager en amitié? Est-ce que tu es parce que c'est un livre qui s'adresse aux jeunes, est-ce que tu as rencontré des jeunes? Est-ce que comment tu t'y es pris? Mais je connais vraiment pas beaucoup d'ados. Ça a été ma Ah oui? Ça a été ma réticence quand on m'a approché pour le faire, pour écrire le livre. J'étais comme, je connais pas tant d'ados.
C'est un ton difficile à adopter quand même. C'est quand même un ton difficile à adopter. Puis finalement, c'est pas si différent. C'est ce que je me suis rendu compte, écrire. J'ai été éditée par quelqu'un qui connaissait bien la littérature, Pauline Gagnon, qui connaît bien la littérature jeunesse, qui travaille en édition depuis toujours, et puis qui réussit à voir c'est quoi le ton d'un livre pour ado. Finalement, j'ai réalisé que ce qui peut marcher pour un livre pour ado, c'est quand on parle à un ado comme on parle à un adulte, parce qu'à 15 ans, on n'a pas envie de se faire parler comme si on était un jeune. On pense qu'on est un adulte. Les jeunes de 15 ans, ils veulent lire des livres qui vont lire un essai, ont envie de lire des livres pour adultes, fait qu'ils veulent se faire parler comme une personne, comme un interlocuteur intelligent. Puis ça, je pense que c'est important. C'est pour ça aussi que j'ai fait le pari de parler, parce que j'écris de l'essai qui est souvent très intime puis littéraire. Fait que pour moi, c'était facile de parler de ma vie privée aussi, mais aussi parce que c'est ça que je pense qu'il y a comme un lien de confiance qui peut se créer avec le lecteuriste si tu lui parles de ta vie, puis les ados veulent cette confiance-là, je pense. Mais toi aussi, t'as écrit un livre pour ados. Salut, ça va. Moi, ça a été un petit je suis en contact quand même beaucoup avec des ados, mais c'est pas grave, c'était quand même un défi parce que tu dis, est-ce que c'est trop complexe? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est le bon ton? Puis moi, je suis d'accord avec toi que le lien intime avec le lectorat, c'est la porte d'entrée, tu sais. Que ce soit des adultes ou des jeunes. Et en tant que lectrice moi-même, ce que j'aime dans ta plume, dans ton écriture, c'est que tu me parles. Puis que c'est très difficile, je pense, à trouver ce ton-là. Mais pour Salut, ça va, ça a été aussi un exercice de réflexion. Puis j'ai été accompagnée parce que des fois, si j'étais juste off, là, j'étais trop théorique, là, puis ça marchait pas. Puis c'est ça. Mais je trouve que c'est important d'écrire pour les jeunes, même si notre réflexe, c'est d'écrire pour les adultes. C'est notre responsabilité de le faire. Ça m'amène à parler quand même de la collection parce que je l'adore vraiment. Moi, j'ai lu certains des livres, notamment sur la crise climatique. Il y en a sur l'éco-anxiété, la cause animale, le corps, aussi la sexualité. Donc, c'est vraiment une série très, très chouette pour les ados. Et d'ailleurs, Éco-Société, on le mentionne, supporte le podcast. Donc, merci aussi Éco-Société. Oui, merci Éco-Société. On les aimait avant qu'ils supportent le podcast parce que moi, j'ai publié à Éco-Société mon premier livre, Perdre le Sud. Donc, on les aime beaucoup, mais apprécie. J'aime beaucoup leur série pour les ados. Puis j'ai aussi acheté des livres pour enfants parce qu'ils ont acheté je sais plus quoi le nom là, Lisatis. OK, qui font des livres pour enfants qui sont vraiment bons sur les petits éléments. En tout cas, je te suggère ça pour... Mais pour les ados, je veux juste y revenir parce que les ados veulent lire. Les ados sont intelligents, sont ouverts d'esprit, etc. Mais on n'avait pas une collection d'essais de cette façon-là. Alors moi, j'ai trouvé l'idée géniale. Je trouve que les livres aussi sont beaux. Et en tout cas, surtout cette thématique-là, je veux dire, je trouvais ça parfait. Et pour les profs, je tiens à le dire. Donc, on a quand même le cours de, comment ils appellent ça, citoyenneté et culture québécoise, drôle de nom. Mais oui, il faut enseigner le vivre ensemble. Il y a toutes sortes de notions. Et là, on trouve tout dans cette collection-là. Donc, je tiens à le dire. C'est important. Puis peut-être pour terminer, qu'est-ce que tu voudrais que les lecteurs, lectrices retiennent de ce livre-là? C'est quoi ton j'ai juste en anglais, one-liner, là, c'est quoi ton message? Ton message. Mon message. Que l'amitié, c'est la chose la plus importante. Je pense que ça va sauver notre monde. Ah oui? Peut-être. C'était pour dire une conclusion qui était grandiloquente. mais je pense que c'est ça qu'on peut retenir de l'essai en général. Puis qu'il faut réfléchir. Mais qu'il faut mettre de l'amitié à différents endroits aussi. Puis de voir l'amitié comme étant quelque chose qui n'est pas que individuel, mais qui est le plus large, qui est politique. Puis qui mène vers une solidarité. T'es pensé comme pas seulement l'amitié, mais la solidarité au sens large entre les humains. Puis t'es une solidarité, je pense qu'on est quand même à une époque, puis là je sonne comme une vieille réac, là, mais une époque où la solidarité, les gens vont voir ça comme étant, comme partager des choses sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup, je me rends compte, là, mettons, en 15 ans, là, j'ai vu quand même ça être plus présent. Les gens vont voir le soutien comme étant, comme, oui, je vais partager ça, je vais juste donner de la visibilité à ça, mais que la solidarité, il faut aussi que ça soit dans des liens réels au quotidien avec des gens, puis dans la manière dont on interagit avec les gens avec qui on travaille, les gens qu'on côtoie dans l'espace public, partout. Puis il y a une éthique de l'amitié qui peut être à l'extérieur de notre cercle d'amis qu'on devrait cultiver. Cultiver vos amitiés et vos révolutions. Oui. Nous, on met de l'amitié dans les podcasts, en tout cas. Oui, oui. Mais j'avais une dernière petite question pour toi. Oui. Tu disais que tu écrivais un nouveau projet. Est-ce que tu peux nous en parler ou c'est encore secret?
Non, c'est pas encore. Je pense que je peux le dire. La sortie n'est pas annoncée, mais je travaille depuis plusieurs années, même avant de commencer à s'engager en amitié. Je travaillais déjà sur un livre qui va probablement s'intituler « Habiter la crise », qui va paraître aux éditions du Remi Ménage au printemps 2026, en théorie. Donc, qui est un livre sur le logement social, où j'interviewe des femmes qui habitent dans différents types de logements sociaux. Puis je construis une réflexion sur le logement, sur la crise du logement, puis l'avenir du logement en ville, à partir de... C'est excellent comme idée. Ouais. Ben, pour la prochaine saison. Écoute, on va te lire, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Camille Toffoli. Merci à vous pour l'invitation. D'avoir été là. Merci. Merci.